Dans cette formation VBA Access, nous proposons de construire via un formulaire une visionneuse d'images tel que celui qui est présenté à l'écran. Le principe est simple. Pour reproduire ce que nous avions créé avec l'album photo web en JavaScript, des boutons permettent de naviguer au travers des images qui ont préalablement été récupérées par le biais d'un bouton parcourir. Et comme vous le constatez, au fur et à mesure de la navigation, le petit jeu des miniatures sur la droite se met à jour lorsque la capacité est dépassée. En l'occurrence, ici nous sommes sur la 4e des miniatures et effectivement nous passons sur le jeu suivant. Nous pouvons naviguer dans toutes les directions et choisir même de cliquer directement sur l'une des vignettes afin d'afficher l'image au centre de l'album pour pouvoir reprendre la navigation selon la logique qui est bien respectée du fait que nous avons replacé le pointeur de lecture sur le bon enregistrement. Pour ce faire donc avec VBA Access, nous partons quant à nous d'une base de données existante avec un formulaire dont la structure a été préconçue, mais bien entendu, les boutons à ce stade sont inopérants puisque l'enjeu de cette formation est de pouvoir les coder. Bien entendu, cette base de données ainsi que les images sont proposées au téléchargement sous forme de fichiers compressés. Comme vous le constatez, cette base est constituée de 2 tables. La première permet de mémoriser le chemin d'accès absolu des images que nous allons récupérer, tandis que la seconde permet d'archiver les images avec leur nom de fichier et certaines informations comme la date de prise de vue. Pour débuter cette application donc, nous proposons de commencer à coder le bouton qui permet à l'utilisateur de désigner un dossier de manière à collecter toutes les images qu'il contient. Pour ce faire, nous commençons par basculer en mode création du formulaire. Et comme vous le savez, pour associer un code VBA à un contrôle de formulaire, nous devons utiliser la feuille de propriété si d'aventure elle n'était pas visible. Par le biais du ruban création, il suffit de cliquer sur le bouton feuille de propriété. Pour le contrôle sélectionné, en l'occurrence ici l'image de la loupe, nous allons actionner l'onglet événement de sa feuille de propriété et associer un événement au clic sur ce bouton en cliquant sur le petit bouton à 3 points, en choisissant générateur de code dans la boîte de dialogue et en cliquant sur le bouton OK. Nous basculons, comme nous en avons désormais l'habitude, dans l'éditeur de code Visual Basic, Access, entre les bornes de la procédure btn chercher clic. Cela signifie que le code que nous allons construire entre les bornes de cette procédure se déclenchera au clic sur le bouton chercher qui est en réalité une image. Avant de commencer, il est important d'ajouter des références à ce projet en passant par le menu Outils de l'éditeur, puis en choisissant Références, car nous allons devoir piloter les boîtes de dialogue standard, et pour ce faire, nous allons chercher une librairie qui va proposer des classes que nous allons instancier qui se nomment Microsoft Office 16 Object Library. Donc, nous devons nous positionner directement par ordre alphabétique, et vous voyez que la liste est assez riche, mais nous allons finir par la trouver. Voici la première des références, pour les boîtes de dialogue standard donc, et puis la seconde référence importante à ajouter concerne ActiveX Data Object qui va nous permettre d'instancier les classes permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour nous connecter aux données de la base de données. Nous validons par OK, nous pouvons retourner dans le menu Outils et références pour confirmer que ces 2 références ont effectivement ajouté au projet, puis nous allons pouvoir commencer à coder en concentrant nos efforts sur la logique du projet, dans la mesure où, à partir du moment où nous proposons une navigation au travers des images de l'album, eh bien, il faut que les connexions restent ouvertes. C'est la raison pour laquelle nous proposons, avant même de nous soucier de la procédure btn chercher clic, eh bien, de déclarer des variables publiques, car leur durée de vie ne s'arrêtera pas aux bornes de la procédure, elle va se poursuivre au-delà, tant que le projet existe, de manière à ce que nous puissions continuer d'exploiter ces objets, et en l'occurrence de conserver la connexion à notre base de données ouverte afin de poursuivre la logique de navigation. C'est la raison pour laquelle, comme vous le constatez, dans les variables publiques, après avoir déclaré une variable pour mémoriser
la syntaxe de nos requêtes SQL, nous déclarons un objet de type base de données. Nous pouvons le faire grâce à la référence que nous venons d'ajouter, c'est-à-dire ActiveX Data Object en abrégé ADO. Nous avons besoin de la même façon, et maintenant c'est un grand classique, d'un objet permettant de manipuler les enregistrements des tables de la base de données. C'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet en tant que recordSet qui va permettre de manipuler ces enregistrements que nous allons parcourir. Vous le verrez, nous aurons besoin à chaque fois de nous situer dans la navigation. C'est la raison pour laquelle nous déclarons en public des variables que nous nommons respectivement borne sup et borne inf, qui vont nous permettre de prélever les numéros auto de la table dans laquelle nous allons archiver ces images, puisque ce numéro auto va se réincrémenter tout seul en fonction du nombre d'images que nous aurons prélevées. Et donc, nous aurons besoin de savoir quel est le plus petit numéro et le plus grand pour nous situer à l'intérieur pour la navigation. Ensuite, nous déclarons une variable en tant qu'entier, donc un integer que nous nommons indice, qui va permettre tout simplement de mémoriser en temps réel la position, l'emplacement dans la navigation. Nous avons besoin aussi d'une variable que nous nommons nom dossier, puisque, je vous le rappelle, nous allons accéder au dossier du disque pour prélever les fichiers qu'il contient, en l'occurrence les images. Nous le déclarons en tant que variable publique, car nous aurons à nous en resservir au travers d'autres procédures. Et enfin, dernière variable publique, une variable que nous nommons indice première et que nous déclarons là aussi comme un integer, c'est-à-dire un entier. Cette variable nous permettra à chaque fois de mémoriser la position de la première des miniatures qui est sélectionnée sur l'album photo, car je vous rappelle que notre album photo affiche au centre en grand format la photo en cours de lecture associée avec de petites miniatures sur la droite. La première d'entre elles nous permettra de nous caler là aussi au cours de la navigation, notamment lorsque nous cliquerons sur ces vignettes pour afficher l'image correspondante au centre. Maintenant que nous avons déclaré les variables publiques nécessaires, nous pouvons nous soucier de coder la procédure btn cherche et clique, dont la fonction consiste à récupérer les images d'un dossier pour pouvoir les archiver dans la table de la base de données, de manière à ce qu'à la prochaine utilisation, l'utilisateur n'ait pas nécessairement à devoir de nouveau désigner un dossier, mais qu'il puisse tout simplement naviguer au travers de l'album photo. Pour ce faire, donc, la première chose que nous devons faire, comme toujours, est de déclarer les variables dont nous allons avoir besoin, en commençant par une variable que nous nommons judicieusement boîte dialogue as office file dialog. Tout simplement, cet objet, ou plutôt cette classe que nous allons instancier, est disponible grâce à la référence que nous avons précédemment ajoutée, de manière à pouvoir hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les boîtes de dialogue standard afin de pointer sur des dossiers précis. Comme nous allons devoir à l'intérieur manipuler les fichiers de ce dossier, nous déclarons une variable fichier en tant qu'object. Ça veut dire qu'il va permettre tout simplement de parcourir l'ensemble des fichiers du dossier, ainsi que des variables sans typage, c'est-à-dire de type variant, qui seront affectées, ou plutôt qui seront typées au moment de l'affectation, lorsque nous utiliserons une boucle de lecture, de manière à pouvoir parcourir l'ensemble des fichiers, ainsi que une variable objet fichier qui permettra d'instancier cette fameuse classe afin d'hériter des propriétés et des méthodes. Comme nous allons récupérer à l'intérieur de cette boucle les renseignements sur les images pour pouvoir les archiver dans la table images de la base de données, nous déclarons des variables comme nom fichier en tant que string, de manière à prélever le nom du fichier. Nous avons besoin aussi de connaître l'extension, car s'il ne s'agit pas d'une extension d'image, d'une image, nous devrons l'ignorer dans le flux, et nous verrons qu'il y a une méthode et une propriété dédiées qui permettent de renvoyer ces informations. Il est intéressant aussi, pourquoi pas,
d'avoir une variable dans laquelle nous allons pouvoir mémoriser la date de la prise de vue de la photo de manière à l'afficher en bas de l'album pendant la navigation. Puis, il est important aussi, et vous le comprendrez au fur et à mesure du cheminement, de déclarer une variable que nous nommons numChemin comme un long afin de prélever dans la table parent, car les deux tables de la base de données sont liées, eh bien, le numéro du chemin absolu du dossier des images que nous aurons désignées de manière à pouvoir reconstituer le chemin complet des images que nous souhaiterons, afficher sur l'album photo. Puisque nos variables sont désormais déclarées, eh bien, nous pouvons commencer à nous atteler aux choses sérieuses. La première des choses à faire est d'instancier la classe pour pouvoir hériter, comme je vous le disais, des propriétés et méthodes dans la variable objet boîte dialogue permettant justement de manipuler cette boîte de dialogue standard Windows. Grâce à l'objet application et à sa propriété File Dialog désormais disponible, eh bien, nous allons pouvoir désigner avec des paramètres, comme vous le constatez, qui sont suggérés, le type de boîte de dialogue que nous souhaitons piloter. En l'occurrence, nous souhaitons piloter une boîte de dialogue qui permet simplement de désigner un dossier, c'est-à-dire un folder. Donc, nous choisissons le deuxième argument proposé par cette propriété. Nous allons en profiter, même si cela paraît futile, pour associer à cette boîte de dialogue un titre grâce à sa propriété title. Il est toujours intéressant de constater qu'une fois que, effectivement, cette classe est instanciée, eh bien que l'objet hérite de certaines propriétés judicieuses, intéressantes pour pouvoir personnaliser l'application que nous sommes en train de construire. Et ici, par exemple, nous allons donner un titre clair pour l'utilisateur, sélectionner un dossier pour récupérer son contenu, comme ceci, entre guillemets, puisqu'il s'agit bien d'un texte à afficher. Il s'agit bien sûr désormais de pouvoir afficher cette boîte de dialogue, et la méthode show de cet objet boîte de dialogue permet de le faire. Nous allons néanmoins intégrer cette action dans une instruction conditionnelle if, comme nous l'avions déjà fait dans une formation VBA Access pour archiver les fichiers notamment. Notre objet s'appelle boîte dialogue, donc il s'agit de respecter les noms que nous avons donnés. De toute façon, au moment d'appeler ces propriétés et méthodes, si la petite liste qui est dirigée par IntelliSense ne se déclenche pas, c'est que vraisemblablement nous nous sommes trompés dans le nom d'objet. La méthode s'appelle show, elle permet tout simplement de faire apparaître la boîte de dialogue à l'écran, et si la valeur retournée par cette boîte de dialogue vaut -1, cela signifie que l'utilisateur a cliqué sur le bouton annuler, auquel cas nous ne devons pas poursuivre le traitement. C'est la raison pour laquelle nous allons tout de suite borner notre instruction if. Nous pouvons déjà voir ce qu'il en est à ce stade pour constater si oui ou non nous sommes en mesure déjà de déclencher cette boîte de dialogue. Donc nous retournons sur notre formulaire, nous enfonçons par exemple la touche F5 du clavier de manière à l'exécuter, nous cliquons sur notre bouton chercher, parcourir, et comme vous le constatez, en effet, une boîte de dialogue Windows standard se déclenche avec le titre que nous avons personnalisé, sélectionner un dossier pour récupérer son contenu, et dans la foulée nous pouvons désigner un dossier comme le sous-dossier image qui est proposé au téléchargement avec la base de données Access dont la structure est préconçue, à partir de laquelle donc nous débutons ces travaux. Et lorsque nous cliquons sur OK, nous revenons sur le formulaire, puisque pour l'instant, en effet, nous n'avons pas poursuivi le code. Cela signifie qu'il n'y a aucun traitement à venir. C'est ce que nous devons faire désormais afin d'enchaîner les actions. Néanmoins, nous constatons à ce stade, uniquement avec la méthode show de l'objet boîte de dialogue, héritée d'une classe, donc que nous avons réussi à piloter une boîte de dialogue standard. Il s'agit désormais, grâce à notre variable publique, de récupérer le nom du dossier pointé par l'utilisateur, et pour ce faire, là aussi nous l'avions appris dans une précédente formation, notre objet boîte dialogue propose tout simplement une propriété qui va renvoyer le nom de ce dossier, et cette propriété
comme vous le constatez grâce à IntelliSense, se nomme Selected Item, si bien que nous n'avons plus qu'à la sélectionner par le biais de la liste, et nous allons lui passer comme paramètre 1, car il s'agit d'une boîte de dialogue dans laquelle nous n'avons pas permis la multisélection, donc forcément le premier élément renvoyé est l'unique dossier que nous avons sélectionné, dont nous prélevons le nom de cette manière grâce à cette propriété. Puisque nous sommes susceptibles à ce stade de connaître le nom du dossier, d'ailleurs nous pourrions faire un petit test par le biais d'une boîte de dialogue MSGBox, la fonction VBA, nous allons tenter de l'afficher directement à l'écran. Nous revenons sur notre formulaire, nous les exécutons avec la touche F5 du clavier, nous cliquons sur le bouton, nous désignons un dossier, nous cliquons sur OK pour valider et constatez en effet que le chemin d'accès complet à ce dossier image est retourné par la boîte de dialogue, ce qui confirme que à ce stade nous avons donc réussi à stocker cette information fort précieuse que nous allons désormais pouvoir exploiter donc pour parcourir tous les fichiers que contient ce dossier. Comme vous le savez, pour ce faire, nous avons besoin d'instancier une nouvelle classe qui va permettre de manipuler les fichiers présents sur le disque dans un dossier désigné. Nous pourrions le faire par l'ajout d'une référence ou bien encore grâce à la fonction createObject que nous avons utilisée là aussi à maintes reprises. Alors je vais quand même essayer de bien respecter la casse de manière à ne pas nous tromper dans l'édition du code, même si comme vous le savez, VBA corrige la casse à la volée car VBA est un langage permissif. Le paramètre que nous devons lui passer de manière à piloter les fichiers du disque dur est scripting file system object. Donc, il s'agit ensuite de l'écrire précisément, là encore, sans se tromper dans l'orthographe. C'est une fois de plus l'aide en ligne de Microsoft qui renvoie ces informations. Donc, puisque je commente en même temps, je vais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Scripting file system object. A priori, nous sommes bons, ce qui signifie que nous pouvons désormais poursuivre dans la foulée. Donc, puisque nous avons, instancier cette classe, nous sommes en mesure, par le biais de la variable dossier que nous allons affecter, d'hériter notamment des méthodes comme getFolder qui va permettre de pointer précisément sur le dossier dont nous avons récupéré le nom juste au-dessus par le biais de la boîte de dialogue standard. Donc, en paramètre, nous lui passons cette variable nom dossier de manière à pouvoir effectivement accéder à toutes les informations qu'il contient. Fichier, getFolder, donc comme son nom l'indique, nous récupérons le dossier qui est désigné par le chemin passé en paramètres. Suite à cela, il va s'agir en effet de parcourir l'ensemble des informations de ce dossier, mais il serait opportun aussi, vous le verrez, quand nous aurons tout récupéré, de pouvoir insérer toutes les informations que les fichiers contiennent et que nous aurons retraités dans la base de données. C'est la raison pour laquelle nous allons initier, avant de parcourir le dossier, puisque nous sommes dans le if, des requêtes SQL permettant de purger les tables. Nous l'avons fait aussi à maintes reprises au cours des formations VBA Access, dans notre variable requête que nous avions d'ailleurs déclarée en variable publique. Nous allons écrire une syntaxe SQL d'une requête action avec les mots-clés, notamment delete pour signifier que nous souhaitons supprimer les informations from à partir de quelle table? À partir de la table image. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir du moment où l'utilisateur clique sur le bouton chercher, cela veut dire qu'il désigne un nouveau dossier d'image. Nous devons donc remplacer les anciennes présentes dans la base de données par les nouvelles. Donc dans tous les cas, même si la table est vide, nous supprimons les informations qu'elle contient. Comme vous le savez, c'est la méthode exécute de notre objet base de données qui va permettre d'exécuter, de lancer la requête action que nous lui passons en paramètre, mémorisé sous le nom de la variable requête. Nous allons faire de même pour pouvoir ensuite
supprimer toutes les informations présentes. Alors là, nous l'avons fait dans la table image. Nous aurions d'ailleurs dû commencer par la table chemin, si nous sommes logiques, mais ce n'est pas très grave, avec un petit copier-coller, puisque la table chemin est la table parent. Nous allons corriger ce souci, les deux doivent être exécutés dans la foulée. Dans un premier temps, donc, nous supprimons tous les enregistrements présents dans la table chemin, et dans un deuxième temps, nous allons supprimer tous les enregistrements présents dans la table image, de manière à pouvoir archiver les nouvelles données. Puisque nous avons supprimé les informations présentes dans ces deux bases de données, nous allons pouvoir, dans la première, puisque c'est sa vocation, insérer le nouveau chemin d'accès absolu de manière, pendant le diaporama, à refaire le lien et à charger les images avec leur chemin d'accès complet, auquel cas sinon elles ne s'afficheraient pas. C'est la raison pour laquelle ici, toujours dans la philosophie de l'accès aux données, nous devons exécuter une nouvelle requête action qui consiste cette fois-ci à ajouter des données, et c'est donc une requête insertInto suivie du nom de la table dans laquelle nous souhaitons insérer ces informations. Cette table s'appelle chemin. Le champ désigné se nomme chemin ADR pour adresse, c'est-à-dire l'adresse du dossier auquel nous allons ensuite accéder. Quelles sont les valeurs, donc mot-clé values, que nous souhaitons y intégrer. N'oubliez pas la simple cote, nous brisons la chaîne statique avec une double cote, nous concaténons avec le et commercial à l'information mémorisée dans la variable dossier, non dossier, que nous reconcaténons avec le et commercial et nous reprenons la chaîne statique avec les doubles cotes à un anti-slash, car le chemin n'était pas totalement terminé. Et puis, nous allons de nouveau associer une simple cote de manière à signifier que notre syntaxe SQL est bien terminée. Donc, à l'intérieur des doubles cotes, nous avons en effet des simples cotes. Et puis ensuite, il s'agit, comme nous l'avons fait précédemment, puisqu'il s'agit d'une requête action, dans la foulée, d'exécuter cette requête avec la méthode execute de notre objet base de données. Sauf que pour pouvoir tout simplement accéder à nos informations de base de données par le biais de l'objet la base, faut-il encore que cet objet soit affecté, soit initialisé, ce qui n'est pas encore le cas. Mais comme nous l'avions déclaré en variable publique, nous allons le faire à l'endroit où toute l'application s'initialise. Cela signifie tout simplement au moment où nous ouvrons le formulaire. Pour ce faire, nous rebasculons sur notre formulaire que nous désignons en cliquant sur son angle supérieur gauche, et vous constatez d'ailleurs que l'objet est clairement identifié dans la petite liste déroulante. Nous aurions d'ailleurs pu le sélectionner par le biais de cette liste, et dans l'onglet événements de sa feuille de propriété, nous allons lui associer un code VBA sur son événement surchargement, c'est-à-dire au load. Nous validons le générateur de code, si bien que nous basculons de nouveau entre les bornes de la procédure événementielle dans l'éditeur de code, mais cette fois-ci donc pour le form load, c'est-à-dire au chargement de la base de données. Et comme je vous le disais, donc, comme notre variable est une variable publique, pour pouvoir l'exploiter ici, comme nous l'avons fait pour exécuter les requêtes, nous initialisons notre objet, la base, grâce à l'objet VBA Access Application et la méthode currentDB qui permet tout simplement de pointer sur la base de données en cours de manière à pouvoir manipuler ces tables et les enregistrements de ces tables. À ce stade donc, dans notre bouton chercher, nous sommes en train de purger les tables des éventuelles informations qu'elles contiennent, et nous devrions avoir réussi, mais nous le vérifierons, avoir réussi à insérer le chemin désigné par l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue dans la table chemin, précisément dans le champ chemin ADR. Il s'agit ensuite donc de poursuivre notre code pour récupérer cette information
et que nous allons stocker dans notre variable num chemin, celle qui permet de renseigner tout simplement sur l'information qui correspond au chemin d'accès complet qui est inscrit dans la table chemin, parce que à l'issue, nous devrons l'associer dans la table image, qui est la table enfant, qui est liée, qui a besoin de cette clé étrangère comme information. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, nous devons exécuter une requête sélection. Donc, nous allons initialiser notre objet ligne, qui, je vous le rappelle, est un record set. Cela signifie qu'il permet de manipuler les enregistrements de notre base de données. Et là encore, comme nous l'avons fait à maintes reprises, pour notre objet la base, c'est-à-dire de base de données sur la base de données en cours, nous exploitons la méthode openRecordSet qui permet d'accéder aux enregistrements selon une syntaxe SQL qui lui est passée entre guillemets. Comme il s'agit d'une requête sélection, nous utilisons le mot-clé select et nous allons pointer directement et précisément sur le nom précis du champ dont nous souhaitons récupérer l'information, à savoir chemin num, qui est le champ de la clé primaire dans lequel il y a le numéro auto de l'information que nous venons d'inscrire, tout simplement, le chemin d'accès complet absolu au dossier désigné par la boîte de dialogue. From chemin, depuis la table chemin, nous ouvrons, et nous l'avons là aussi expliqué à maintes reprises, notre table générée par la requête de façon dynamique grâce au paramètre db_open_dynasset qui d'ailleurs est renseigné et expliqué une fois encore dans l'aide en ligne de Microsoft. Ensuite, et comme nous en avons désormais l'habitude, la méthode moveFirst de notre objet recordSet nous permet de nous positionner sur le premier des enregistrements ainsi sélectionnés. En l'occurrence ici, il est unique, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes directement sur le bon enregistrement duquel nous souhaitons prélever l'information contenue dans le champ chemin num. Et comme vous le savez, comme nous l'avons déjà vu pour l'objet recordSet, c'est cette fois-ci la propriété fields avec en paramètre le nom du champ qui permet d'accéder à ces informations de manière à en récupérer le contenu associé à sa propriété value. Et à ce stade donc, nous devrions avoir mémorisé le numéro du chemin d'accès complet que nous allons pouvoir répliquer en clé étrangère dans la table image lorsque nous allons y insérer toutes les images de manière à ce que l'intégrité référentielle et le lien entre les deux tables soient bien respectés. Pour cette procédure donc, nous avons exécuté quelques requêtes, requête action et requête sélection. Il s'agit désormais de finaliser cette procédure en accédant au fichier du dossier désigné par la boîte de dialogue. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le if and if, très important, car si l'utilisateur avait cliqué sur annuler, il n'y aurait pas de raison de poursuivre le traitement. Nous allons utiliser une boucle for each qui porte bien son nom, qui veut tout simplement dire pour chaque fichier contenu dans le dossier. Et comme vous le savez, nous l'avons vu en VBA Excel, mais aussi en VBA Access, les types des fichiers à gauche et à droite de l'instruction doivent être les mêmes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avions d'ailleurs déclaré des variables de type variant pour qu'ils puissent s'adapter. Et désormais, notre variable dossier propose une méthode files qui est une collection énumérant l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier qui est pointé, mémorisé dans la variable dossier. N'oublions pas de borner notre boucle for puisque nous devons effectuer le traitement récursif entre ces bornes. Donc, maintenant que nous l'avons effectivement initialisé, il s'agit effectivement de récupérer chacune de ces informations. Nous avions à cet effet prévu et déclaré une variable que nous avions nommée non-fichier, dans laquelle désormais nous allons pouvoir prélever et mémoriser le nom de chacun des fichiers images grâce à la propriété name par le biais de cette classe instanciée qui offre cette propriété puisque nous accédons bien au fichier du disque grâce à la fonction, encore une fois je vous le rappelle, createObject qui permet d'accéder à cette classe pour ces instanciations. Nous avions aussi déclaré une variable extension pour pouvoir prélever l'extension
du fichier de manière à connaître sa nature, savoir s'il est opportun ou non de le considérer, et cette variable objet propose désormais donc une méthode qui se nomme getExtensionName, comme son nom l'indique, qui permet tout simplement de récupérer l'extension du fichier désigné. Il faut lui passer en paramètre, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, le chemin d'accès complet que nous allons donc concaténer, nom dossier, et bien au nom du fichier. Alors, il faut rajouter bien sûr entre double cote l'anti-slash, et puis que nous reconcaténons au nom du fichier que nous venons de prélever. Nous pourrions faire un petit test à ce stade pour nous assurer que notre code est fonctionnel, et pour ce faire, nous allons utiliser une fonction habituelle temporaire, la fonction msgbox, qui va nous permettre de déclencher une petite boîte de dialogue à l'écran, de manière à savoir si effectivement nous avons bien réussi à récupérer les informations désignées. En l'occurrence ici, nous pourrions afficher le chemin d'accès complet à l'image, et pourquoi pas associer en concaténation à l'extension que nous sommes à ce stade susceptibles là aussi d'avoir récupéré, en espérant que je n'ai pas fait de faute d'orthographe dans les noms des variables que j'ai utilisées. Nous pouvons essayer de déboguer l'application pour nous assurer que tout va bien, et donc faire un petit test pour déclencher cette boîte de dialogue. F5 sur le formulaire, nous cliquons sur notre bouton chercher, nous désignons un dossier image, nous cliquons sur le bouton OK, comme vous le constatez, eh bien il y a le chemin d'accès complet avec en effet le nom de l'image et son extension isolée après le tiret. Donc tout semble correct, et comme nous sommes en effet dans une boucle for each, constatez que tous les fichiers sont correctement passés en revue, fort heureusement. Et bien dans ce dossier, connaissance de cause, je le savais, il y a fort peu d'images, ce qui nous a permis de ne pas avoir trop de validation à réaliser. Nous revenons dans notre code VBA, nous allons passer notre msgbox en commentaire à l'aide d'une apostrophe en préfixe. Ainsi, le test étant terminé, nous allons pouvoir nous concentrer sur la suite. Comme je vous le disais, l'objectif est de poursuivre le traitement si et seulement si nous avons la certitude bien que nous sommes en train de manipuler des fichiers images. Et pour ce faire, je vous propose de réaliser un test sur l'extension de ce fichier que nous allons d'ailleurs, pour lequel nous allons modifier la casse, transformer en majuscule grâce à la fonction uCase que nous avons utilisée dans les formations VBA Excel et VBA Access pour comparer l'extension de ce fichier converti en majuscule à des extensions bien connues, comme par exemple le JPG. Et tant qu'à faire, voyez-vous, je vais faire un copier-coller de manière à ne pas avoir à réécrire à chaque fois. Le mot-clé OR pour dire, est-ce que l'extension est bien du JPG ou bien du PNG, ou encore, pourquoi pas, du bitmap ou encore du JPEG, à vous de choisir. La liste peut être longue. En ce qui nous concerne, nous traitons essentiellement des fichiers compressés JPG, mais aussi des fichiers PNG. Donc nous aurons l'essentiel de la palette qui nous intéresse. Comme il s'agit d'une instruction if, je vous rappelle le mot-clé then, qui signifie littéralement alors. Nous bouclons cette instruction conditionnelle tout de suite, nous la bornons avec l'instruction endif, de manière à pouvoir coder ce qui nous intéresse à l'intérieur. Effectivement, s'il y a lieu de faire le traitement parce qu'il s'agit bien d'un fichier image, nous allons donc prélever la date de création du fichier, qui doit correspondre, puisque maintenant ce sont, avec les appareils photo numériques, des informations associées au fichier, à la date de prise de vue. Et notre objet, qui a instancié cette classe fichier, propose désormais une méthode qui se nomme getFile, à laquelle nous allons bien sûr devoir désigner encore une fois le chemin d'accès complet à ce fichier. Donc tant qu'à faire, d'autant que nous avons vérifié que nous l'avions correctement écrit dans sa syntaxe précédemment, récupéré et collé. Donc getFile parce que nous récupérons les informations de ce fichier. Quelles informations? Propriété dérivée, date created, qui va permettre tout simplement de prélever la date de création. Alors on va essayer de respecter la casse car il s'agit de propriétés et méthodes
de classe instanciée en prenant soin, bien entendu, de ne pas nous tromper ni dans la syntaxe ni dans l'orthographe. Donc, getFile pour récupérer les informations d'un fichier, et puis propriété associée, dateCreated, qui devrait nous retourner effectivement la date de création de notre fichier. Nous pourrions d'ailleurs, pourquoi pas, décomposer et faire un petit test et un nouvel essai à ce stade pour constater si oui ou non, lorsqu'il s'agit bien d'un fichier image, nous avons été en mesure de récupérer cette information. Donc, nous la passons en paramètre de la fonction MSGBox, nous enregistrons les modifications, nous exécutons notre formulaire, nous réitérons le processus qui consiste à désigner un dossier et ensuite constater en effet que, comme vous le remarquez, eh bien, forcément, toutes les dates défilent. Alors ici, effectivement, elles sont toutes communes. Pourquoi? Eh bien parce que par copier-coller, nous avions recréé ces images. Par contre, si vous désignez un dossier dans lequel ont été archivées les photos issues d'un appareil photo numérique, vous aurez bien la date de prise de vue. Dès lors, nous pouvons donc passer de nouveau ce MSGBox en commentaire, puisqu'il s'agissait d'un essai, et comme nous savons que nous avons toutes les informations sur ces images, il est temps, par le biais d'une requête action qu'il va falloir exécuter, à intégrer, insérer, archiver toutes ces données dans la table image. Je vous rappelle que nous devons exécuter une requête insert_into sur la table image que nous désignons donc dans la foulée, puis nous allons ensuite lister les champs que nous devons renseigner. Il y a pour commencer image underscore ADR, c'est ainsi qu'ils ont été créés. Il y a ensuite image, toujours au pluriel d'ailleurs, je pourrais prélever ce préfixe, image underscore fichier, virgule, c'est ainsi que nous les énumérons dans la syntaxe SQL, texte qui servira à afficher ou à mémoriser en tout cas le titre de la photo, plutôt le nom du fichier retravaillé, nous y reviendrons, et enfin l'information sur la date. Nous venons d'énumérer les champs sur lesquels nous souhaitons insérer de nouvelles informations, et bien maintenant, nous allons donc nous soucier effectivement de les écrire. Je vous rappelle l'emploi du mot-clé values pour dire quelles sont les valeurs que nous devons respectivement insérer dans ces champs. La première de ces valeurs est une information numérique. Donc, cela signifie que nous ne devons pas utiliser de simple cote pour l'encadrer. C'est la clé étrangère, le champ image ADR, mémorisé dans la variable numChemin, qui a été déclarée d'ailleurs judicieusement comme un entier long. On le voit encore ici en haut du code. Donc numChemin, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas y insérer les simples cotes. En revanche, nous reprenons par concaténation bien, la partie statique, puisque doit suivre l'énumération entre double cote, donc la virgule pour passer au champ suivant. Là, en revanche, puisque nous allons ici désigner le nom du fichier dans image fichier, nous intégrons d'abord une simple cote, touche 4 du clavier, pour pouvoir encadrer cette information textuelle, double cote pour briser bien, cette syntaxe statique afin de la concaténer à une variable, c'est-à-dire une information dynamique, en l'occurrence ici mémorisée dans la variable qui se nomme non-fichier, que nous concaténons, nous reprenons la partie statique, donc entre double cote à une simple cote, puisque je vous rappelle que cette information est encadrée puisqu'elle est textuelle, donc touche 4 du clavier, virgule pour poursuivre l'énumération et accéder au champ suivant, simple cote de nouveau avec la touche 4 du clavier, double cote pour briser la chaîne statique, reprendre la concaténation avec le et commercial, et de nouveau, bien, pour l'instant en tout cas, nous réinscrivons les informations contenues dans notre variable non fichier, puisque nous n'avons pas encore retraité ces informations textuelles. C'est pas grave, le nom du fichier à ce stade nous suffira. Nous reprenons double cote la chaîne statique simple cote pour ne pas oublier de l'encadrer, virgule pour passer dans l'énumération au champ suivant, simple cote pour la dernière information qui est la date que nous allons inscrire comme s'il s'agissait d'un texte. VBA et Access comprendront double cote pour reprendre la partie dynamique et commerciale pour accéder à la variable qui se nomme en l'occurrence date création, que nous concaténons pour finir la syntaxe donc
à une simple cote touche 4 du clavier, nous fermons la parenthèse de la partie values et nous fermons les doubles cotes de la syntaxe globale de notre requête SQL. Il s'agit désormais donc d'exécuter cette requête et bien entendu dans la foulée, eh bien, il va être important de vérifier si nous ne sommes pas trompés dans l'énumération des différents éléments qui s'imbriquent dans cette syntaxe. Je vous rappelle la méthode execute de notre objet base de données qui permet d'exécuter la requête qui est passée en paramètre, donc mémorisée avec sa syntaxe sous le nom de variable requête. Pour ce faire, donc, eh bien, nous allons désormais en effet réaliser un petit test en retournant directement sur notre formulaire, en l'exécutant avec la touche F5 du clavier, en cliquant sur le bouton, en désignant notre sous-dossier image, en cliquant sur le bouton OK. Bien sûr, à ce stade, pas de MSGbox, pas de modification apparente. Qu'en est-il en revanche si nous entrons dans nos tables? Nous constatons en effet que le chemin d'accès complet a parfaitement été mémorisé dans la première table, comme vous le constatez, avec un numéro créé automatiquement à la volée, que nous devons ou nous devrons prélever à chaque fois qu'il sera opportun. Et comme vous le remarquez, vraisemblablement, nous avons parfaitement réussi en effet à mémoriser toutes les informations des fichiers images contenus dans ce dossier pointé directement dans notre table, si bien que désormais nous allons pouvoir exploiter ces informations de manière à générer notre album photo, puisque nous avons les noms de fichiers et nous avons le chemin d'accès complet. Nous fermons cette table en enregistrant les modifications de structure, car j'ai élargi la largeur, j'ai élargi les colonnes, tout simplement parce que je vous rappelle que Access communique en temps réel avec le disque dur, si bien que il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications, sauf lorsqu'il s'agit de modifications de structure, comme par exemple pour un formulaire sur lequel nous paramétrons des contrôles. Il s'agit de poursuivre maintenant, puisque désormais notre procédure btn chercher clic est fonctionnelle. Nous désignons un dossier, nous sommes en mesure de purger les tables, nous sommes en mesure de parcourir tous les fichiers images et d'archiver toutes les informations que nous récupérons dans les deux tables. Nous devons les exploiter. Et pour ce faire, donc, je vous propose que nous créions une procédure que nous allons nommer démarrage. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le démarrage va intervenir à deux emplacements, ou plutôt à deux endroits précis. Il y a l'action consécutive au choix du dossier par le biais du bouton que nous venons de coder. Dans la foulée, nous devons afficher sur l'album photo les premières images, mais aussi au chargement ou au premier chargement du formulaire. Et ainsi, dans l'une et l'autre procédure, nous appellerons cette nouvelle procédure que nous nommons démarrage, private sub démarrage. De cette manière-là, comme nous en avons l'habitude, remarquez que lorsque nous validons, VBA nous rajoute les deux parenthèses, nous borne notre procédure, et tant qu'à faire donc, ici, nous allons prélever par couper CTRL X que nous avions positionné dans notre form load, puisque comme je vous le disais, désormais l'objectif est de pouvoir appeler cette procédure démarrage depuis le form load, mais aussi à la fin de notre bouton chercher une fois que nous avons bien désigné les images. Dans les deux cas, cela signifie que nous allons bien initialiser notre objet base de données pour pouvoir l'exploiter. Alors, dans notre procédure démarrage, il nous faut, comme dans le cas de toutes les procédures, commencer par la déclaration des variables nécessaires. Ici, l'enjeu est de pouvoir afficher sur le formulaire au démarrage, donc après le clic sur le bouton ou après l'ouverture du formulaire, eh bien, la première photo archivée dans la base de données ainsi que les 4 miniatures associées, la première correspondant à la première photo affichée et les 3 suivantes. Voici l'enjeu, ça veut dire que nous devons nous connecter de nouveau précisément aux données par le biais de notre objet record7. Par mesure de sécurité et par fainéantise dans un premier temps, certes, l'application méritera ensuite d'être peaufinée, nous allons utiliser une instruction fort souple et bien utile, onError resume next, qui littéralement signifie que si une erreur est rencontrée, eh bien,
Nous l'ignorons. Pourquoi? Imaginons que nous désignions un dossier dans lequel il n'y ait que 2 images, forcément il n'y en a pas assez pour remplir les 4 miniatures. Eh bien, auquel cas le pointeur va tenter d'accéder à un enregistrement qui n'existe pas et le programme va planter. Nous ne le souhaitons pas ici, donc nous utilisons un garde-fou, comme je vous le disais, car nous concentrons nos travaux dans un premier temps sur l'essentiel. Mais effectivement, cette application méritera d'être peaufinée par la suite. Nous avons besoin de récupérer les informations qui vont permettre d'inscrire toutes les données de l'image en même temps qu'elle est affichée, son titre, sa date de prise de vue, etc. Donc nous déclarons une variable que nous nommons non-fichier comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, ainsi que, une fois encore, une variable extension comme un string for logiquement, puisque l'extension consiste dans les 3 lettres de la fin du fichier pour en connaître la nature, et puis, de nouveau, une variable que nous renommons date création, car je vous rappelle que notre précédente variable du même nom était une variable locale, donc dans cette procédure, elle n'est plus connue. Et puis une dernière variable que nous utiliserons une fois que nous aurons créé la fonction pour purger le nom du fichier de manière à en reconstituer un titre plus lisible, comme un string là aussi, fort logiquement, donc comme des chaînes de caractères. Nous allons initialiser certaines de nos variables publiques car comme nous avons besoin à chaque fois de connaître l'emplacement précis lors de la navigation, nous allons initialiser respectivement nos variables indices publiques, je vous le rappelle que nous avons déclaré tout en haut du code, indice et indice première, sur la valeur 0. Ici, nous ne risquons pas de nous tromper en effet, dans la mesure où, comme nous démarrons, nous allons nous positionner sur le tout premier enregistrement, donc enregistrement pour lequel l'indice vaut 0 dans les 2 cas, pour la photo affichée au centre et pour la petite miniature affichée dans la vignette correspondante. Nous avons besoin aussi de connaître les bornes supérieures et inférieures qui sont recensées dans cette table image par ce champ qui est un numéro auto, car pour l'instant, effectivement, nous avons pour chacune des images un numéro respectif qui commence à 1, mais ces numéros ne seront plus exploités. Un numéro auto reprendra à 6, puis 7, 8, 9, 10, et donc pour savoir où nous en sommes, nous avons besoin de connaître la borne inférieure, c'est-à-dire le plus petit des numéros, et la borne supérieure, le plus grand. C'est la raison pour laquelle nous allons réaliser 2 requêtes sélection, après, bien entendu, avoir initialisé notre objet la base, sinon, fort logiquement, nous ne pouvons pas accéder à ces enregistrements, et ensuite, grâce à notre objet de type recordSet, nous allons accéder, comme nous l'avons fait précédemment, à nos enregistrements par le biais de la méthode OpenRecordSet à laquelle, en paramètres, nous passons la syntaxe SQL qui permet de récolter ces informations. C'est une requête sélection, donc mot-clé select, immuable. Par contre, ici, nous exploitons la fonction SQL max qui, comme son nom l'indique, va permettre de retourner la valeur la plus grande sur le champ renseigné en paramètre, en l'occurrence ImageNum, celui de la clé primaire, le numéro auto. Pour pouvoir le piloter, nous allons lui donner un nom puisqu'il n'existe pas grâce au mot-clé as. Nous allons par exemple l'appeler born et non norn, born underscore max. Encore une fois, pas d'espace, pas de caractère latin dans ces noms de champs, dans ces noms d'objets, from image, car c'est une requête que nous exécutons bien sur la table image. Nous fermons les guillemets de notre syntaxe SQL, nous accédons encore une fois avec le paramètre db open dinaset. Il convient de reproduire scrupuleusement cette syntaxe avec les noms qui sont employés, constater qu'à validation VBA a corrigé la casse, ce qui est bon signe. Donc, nous devons accéder à l'information que nous avons récupérée. La méthode moveFirst permet de positionner le pointeur de lecture sur le premier enregistrement, ici, encore une fois, le seul, et nous allons pouvoir donc affecter notre variable publique born sup à la valeur récupérée par la fonction max, la fonction SQL, grâce à la propriété fields, comme toujours pour désigner un champ dans cette requête, ou plutôt cette table reconstituée par la requête SQL, et en l'occurrence, ce champ, nous l'avons nommé temporairement
born max, donc je vais le prélever. L'erreur se génère en VBA parce qu'il estime que j'ai quitté effectivement l'expression avant qu'elle soit finalisée. C'était volontaire de ma part, de manière par copier-coller à pouvoir le répliquer et éviter les erreurs de saisie. Donc born sup, eh bien nous récoltons la plus grande des valeurs effectivement qui a été prélevée grâce à cette requête SQL. Nous n'oublions pas ensuite, puisque cette requête est terminée, de fermer notre objet record_set grâce à sa méthode close. Dans la foulée, nous devons récupérer la borne inférieure. Il s'agit de reproduire quasiment à l'identique cette syntaxe SQL. C'est la raison pour laquelle eh bien, je vais la copier et la coller, puisque en l'occurrence ici, ce n'est plus le plus grand que nous souhaitons récupérer, mais le plus petit, donc fonction min, d'ailleurs comme dans Excel. Et donc, nous allons nommer, tant qu'à faire, le champ résultant born min. Nous y accédons de la même façon, et forcément il faut l'adapter dans la propriété fields, car il s'agit de récupérer la bonne information. Nous pourrions faire un petit essai à ce stade, toujours avec notre fort précieuse fonction msgbox, de manière à afficher les informations à l'écran. Donc il s'agit de vérifier que nous avons bien réussi à récolter la borne supérieure avec la borne inférieure. C'est la raison pour laquelle nous concaténons ces informations, donc borne sup et borne inf. Nous enregistrons les modifications, nous exécutons notre formulaire, et comme vous le constatez, nous avons des informations qui apparaissent à l'écran, le 1 et le 0. Il semblerait d'ailleurs que nous n'ayons pas forcément réussi à récupérer les bonnes informations. En ce qui concerne le 1, tout va bien pour la borne inférieure. En ce qui concerne le 0, il n'en est rien. Bon, il y a une petite, sans doute, modification réalisée, ce que nous allons voir tout de suite. Bon, vous l'aurez compris vous-même, hein, c'est assez clair, effectivement. Le copier-coller est toujours assez dangereux lorsqu'on n'est pas assez rigoureux. Bon, là, à décharge, je vais me dédouaner dans la mesure où, en effet, en commentant, en même temps qu'on réalise un code qui est relativement complexe, eh bien, il y a des oublis, un petit peu de distraction qui font que, effectivement, ici, j'avais conservé l'information sur le born sup, alors qu'en l'occurrence, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il restituait l'information de la borne inférieure, c'est-à-dire borne min. On devrait être bon cette fois-ci, nous n'avions pas affecté la borne variable born sup ici, borne inf, borne sup, borne inf, petite vérification, nous enregistrons, et puis nous reproduisons l'exécution, et cette fois-ci vous constatez que vraisemblablement, nous avons bien récupéré la borne supérieure et la borne inférieure. Qu'en est-il si nous vérifions 1 et 5? Tout est parfait. Si bien que, après être retourné en mode création, nous pouvons donc poursuivre notre code, puisque je vous rappelle qu'ici, il s'agit maintenant de pouvoir afficher les premières images. Donc nous allons commencer par afficher notre msgbox en commentaire, et puis il s'agit dans un premier temps de récupérer l'information sur le chemin d'accès qui a été archivé dans la première table, c'est-à-dire la table chemin. Toujours pareil, nous devons initialiser notre objet ligne précédemment fermé, c'est-à-dire notre record_set, et grâce à notre objet la base, toujours pareil, eh bien nous allons exploiter notre méthode open record_set, à laquelle, comme toujours, nous passons la syntaxe qui permet de récupérer là où les informations que nous souhaitons. Ici, nous souhaitons récupérer l'information contenue dans le champ chemin ADR depuis from la table chemin. Donc nous la désignons bien dans la syntaxe SQL. Là encore, il faut être rigoureux, ne pas se tromper. Et puis même si ce n'est pas terminé ici, pour éviter de le refaire à chaque fois, même si le message d'erreur habituel de VBA se déclenche, je vais prélever la fin de la syntaxe. Comme ça j'éviterai effectivement de reproduire des erreurs d'orthographe. Donc ici, nous proposons de sélectionner l'information contenue dans le champ chemin ADR de la table chemin, si bien que nous nous positionnons sur l'enregistrement résultant, toujours à l'aide de la méthode moveFirst. Et puis, comme tout le temps, même si tout à l'heure, eh bien, comme quoi les enseignements n'instruisent pas forcément, je souhaite récupérer, grâce à la propriété fields, le nom du dossier, que je vais tout simplement inscrire dans ma variable publique nom dossier, c'est-à-dire le chemin d'accès absolu, qui est archivé et mémorisé dans
mon champ chemin ADR de ma table chemin non dossier égale ligne field chemin ADR.value. C'est du grand classique, bien sûr, comme toujours. Nous n'oublions pas de fermer notre objet record set, très important, donc de fermer cette connexion par le biais de cette requête. Il s'agit ensuite de récupérer toutes les images associées. Donc, encore une fois, je vais m'épargner certaines saisies avec un copier-coller, car en effet il s'agit de nouveau d'exploiter notre objet record set de manière à accéder aux enregistrements d'une table. Donc c'est bien une requête select, cette fois-ci de la table image. Nous souhaitons tout sélectionner. Je vous rappelle l'utilisation du symbole étoile pour désigner tous les champs. C'est plus simple ainsi dans la syntaxe SQL à partir de la table image. Nous récupérons donc toutes les informations. Comme nous ne spécifions pas de closeware, cela signifie que nous allons récupérer tous les enregistrements avec toutes les informations de leur champ. Et puis, bien entendu, donc, il s'agit désormais de pouvoir ensuite récupérer l'ensemble des informations contenues dans ces champs. Alors j'étais en train de me dire, vous voyez ici que il ne faut surtout pas fermer en revanche cette connexion par le biais de l'objet ligne. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons démarrer, nous ouvrons cette connexion, nous commençons le flux de la navigation, le pointeur est positionné sur l'une des images, et ensuite pour que la navigation puisse la reprendre là où nous étions, elle doit connaître ces informations, donc nous allons laisser cette connexion ouverte. Donc petite vérification effectivement fort judicieuse. Après l'emploi de la méthode move first dans la foulée, ensuite il suffit de récupérer ces informations, tout simplement comme toujours grâce à la propriété fields de notre objet record set, à laquelle nous passons comme toujours en paramètre le nom du champ sur lequel nous pointons. Il s'agit ici en l'occurrence du champ image fichier pour le nom du fichier .value, encore une fois, la propriété dérivée qui permet d'accéder directement à son contenu. Nous allons faire des petits copier-coller, mais que nous allons prendre soin cette fois-ci de correctement adapter, puisque nous souhaitons récupérer dans la foulée la date de création, information qui est contenue dans le champ image au pluriel underscore date. Ensuite, nous devons récupérer le titre. Alors, plus qu'un titre à ce stade, il s'agit du nom du fichier, mais ce n'est pas très grave puisque nous le retraiterons à l'issue. Nous avions pour ce faire déclaré une variable titre fichier, et en l'occurrence ici, le champ n'est forcément plus le même. Il s'agit donc de modifier son suffixe. Il s'agit du champ image texte, et enfin nous avons une dernière information à prélever, quoique je suis en train de réfléchir, non, nous les avons bien toutes. Nous devons maintenant enregistrer dans notre variable indice la valeur à partir de laquelle nous nous trouvons. Donc dans notre variable indice qui est publique, nous allons tout simplement effectivement prélever, grâce à notre propriété fields en effet, la valeur du numéro auto, qui n'est pas forcément 1, je vous rappelle, vous le constaterez quand nous ferons d'autres essais, puisqu'il s'agit encore une fois d'un numéro auto, .value, donc pour récupérer cette valeur qui est un entier long, je vous rappelle, à laquelle nous allons tout simplement soustraire la borne inf, ainsi nous aurons bien la différence logique entre la numérotation et puis ramener à la valeur de notre indice pour savoir tout simplement si nous sommes sur la première image, la deuxième, la troisième, etc. Pourquoi? Parce que si par exemple le numéro auto vaut 5, que la borne inférieure vaut 5, 5 moins 5 ça fait 0, l'indice vaut bien 0, même si nous l'avions déjà initialisé avant. C'est un petit test qui est important à effectuer ici. Ensuite donc, puisque nous avons récupéré les informations essentielles, nous pouvons commencer à rentrer dans le vif du sujet, et il s'agit d'afficher dans un premier temps l'image au centre, et pour ce faire notre contrôle image qui se nomme album, vous pourrez le constater en le cliquant depuis le formulaire, propose une propriété picture qui peut être affecté tout simplement à l'image. Faut-il encore, et comme toujours, désigner son chemin d'accès complet, qui, je vous le rappelle, est une concaténation de ce qui est contenu dans la variable non dossier, à laquelle donc nous allons concaténer un anti-slash, et à laquelle nous allons ensuite concaténer
Eh bien tout simplement le nom du fichier qui est mémorisé dans la variable nom fichier. Nous poursuivons avec ce code de manière à faire exactement la même chose dans la première des miniatures qui se nomme Mini1. Elles se nomment respectivement Mini1, Mini2, Mini3 et Mini4, puisque la première miniature affichera forcément au départ bien l'image qui est affichée au centre de l'album. Il s'agit ensuite d'afficher au-dessus de l'image dans le contrôle label qui se nomme titre. Je vous rappelle que c'est la propriété caption qui permet d'accéder au contenu d'un contrôle label, et bien tout simplement le titre de la photo qui pour l'instant n'est pas retravaillé et qui est mémorisé dans notre variable titre fichier que nous sommes censés avoir récupéré par la connexion précédente. Et enfin, la date cliché, la date du cliché, qui doit s'inscrire dans notre contrôle label qui se nomme, pour le vérifier aussi sur le formulaire, date cliché, puisqu'on ne met pas d'accent, auquel nous accédons plutôt à son contenu grâce à sa propriété caption, dans lequel donc nous allons inscrire l'information date création. À ce stade, même si nous n'avons pas chargé toutes les miniatures, nous pourrions peut-être tester si tout est cohérent, mais tant qu'à faire, nous allons en profiter pour charger les autres miniatures, sauf que les autres miniatures correspondent aux images suivantes. Donc, nous allons déplacer le pointeur de lecture de notre base de données, précisément de notre requête, sur l'enregistrement grâce à la méthode moveNext de notre objet recordSet. Et dans la foulée, donc, il s'agit de prélever le nom du fichier et d'inscrire l'information dans la miniature correspondante. Donc le nom du fichier, c'est exactement le même code. Ça veut dire que puisque nous sommes sur un nouvel enregistrement, nous y accédons par le biais de sa propriété fields. En revanche, ici, dans la foulée, nous devons affecter la nouvelle image, non plus au contrôle Mini1 comme je vous le disais, mais Mini2 cette fois-ci, qui propose forcément la propriété Picture, donc exactement les mêmes codes à reproduire pour les miniatures 3 et 4, puisqu'il s'agit d'avancer un cran plus loin dans la navigation au travers des enregistrements. Il s'agira d'affecter donc le Mini 3, et puis ensuite d'affecter le Mini 4. Donc nous progressons encore une fois d'un enregistrement vers l'avant. En revanche, le problème qui se pose pour pouvoir ensuite offrir une navigation qui repartira de la première, c'est que le pointeur de lecture est désormais positionné sur la quatrième des images et non plus sur la première, alors que c'est bien la première des images qui est affichée au centre. Comme nous avons avancé de 3 enregistrements vers l'avant, nous allons exploiter la méthode move de notre objet recordSet qui va permettre de revenir en spécifiant une valeur négative de 3 enregistrements vers l'arrière. À ce stade, donc, nous avons écrit pas mal de code, espérons qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe qui se soit glissée, et nous allons l'essayer en revenant sur notre formulaire que nous exécutons par le biais de la touche F5. Nous cliquons sur notre bouton BTN, nous sélectionnons un dossier image que nous validons en cliquant sur notre bouton OK et constatez, c'est parfait que de retour sur notre formulaire, mais nous l'avions déjà remarqué au démarrage de notre visionneuse, que en même temps que notre code, et c'est déjà pas mal du tout, à récupérer l'ensemble des fichiers qu'il a archivés dans la table image, constatez que nous n'avons plus du tout le même nombre, et que, comme je vous le disais tout à l'heure, les bornes ont changé, puisque la numérotation a repris à partir de 6. Nous avons bien réussi à archiver toutes les informations des images et constater que dans le même temps, les 4 premières sont parfaitement inscrites dans les contrôles images associés. La première au centre, dans la première miniature, et les suivantes. Et normalement, nous avons bien repositionné le pointeur de lecture sur le premier enregistrement, si bien que nous pouvons poursuivre l'élaboration de notre code de manière à offrir justement la navigation. Donc cette fameuse méthode move. Il s'agit maintenant pour la navigation de nous soucier du codage de ces deux petits boutons qui sont en réalité des images
C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir sur le formulaire et par le biais de l'onglet événements, de créer la procédure événementielle associée à l'un et à l'autre, en l'occurrence ici BTN suive clic dans un premier temps, et pour le second, exactement le même processus générateur de code. Nos deux procédures sont parfaitement créées. Bon, par esprit de structure, je vais les prélever, c'est-à-dire les couper et les coller juste, quoique, je suis en train de réfléchir, elles sont pas mal ici, nous allons les laisser ici. Comme ces deux procédures vont réaliser à peu près le même traitement, ce qui change, c'est le sens de déplacement. Le premier bouton Suive va proposer une navigation vers l'avant, donc on va progresser au travers des enregistrements, tandis que le second va proposer une navigation vers l'arrière, donc ça veut dire que nous allons revenir dans les enregistrements. Et bien, comme le traitement est quasiment identique, je vous propose de créer une procédure unique qui sera appelée par l'un et par l'autre, mais néanmoins avec un paramètre qui permettra de réaliser cette distinction. Nous allons nommer cette nouvelle procédure navigation qui va attendre un paramètre que nous allons nommer arbitrairement sens, pour le sens de déplacement. Il convient de fait, donc, d'appeler depuis l'une et l'autre cette procédure commune. Eh bien, dans le cas où nous revenons vers l'arrière, nous allons lui passer le paramètre press, qu'il sera donc, ou plutôt, tiens, on va l'appeler moins, c'est encore plus parlant, ça veut dire qu'on revient vers l'arrière, que nous traiterons en tout état de cause dans la procédure navigation, et dans le cas où nous allons vers l'avant, eh bien c'est très parlant, nous lui passons le paramètre plus. Donc il faudra les traiter en conséquence dans cette procédure navigation, que nous allons débuter comme tout à l'heure par esprit de souplesse afin de concentrer nos efforts vraiment sur l'essentiel de cet album photo, par l'instruction on error resume next, de manière à ignorer dans un premier temps les potentielles erreurs qui pourraient surgir. Nous avons besoin, et je vais vous expliquer pourquoi, de deux variables supplémentaires qui vont nous permettre de vérifier bien tout simplement quel est le reste d'une division, et plus précisément le reste de la division par 4. Nous nommons ces variables reste et partie. Alors la première comme un double, et ensuite la seconde comme un integer. Pourquoi? Eh bien parce que l'objectif ici, comme nous l'avions fait dans l'album photo web en JavaScript, lorsque nous arriverons sur la 4e photo et que nous cliquerons sur suivant, la 5e photo sera proposée. Il faut donc que le jeu des miniatures se mette à jour pour proposer les 4 suivantes. Donc c'est selon un multiple de 4 dans la navigation que nous pourrons repérer grâce à la variable indice notamment, que nous serons en mesure de savoir si nous sommes sur la position qui consiste à déclencher la mise à jour de ces miniatures. Donc pour l'instant nous avons déclaré ces variables, nous les exploiterons ensuite reste et partie. Il s'agit dans un premier temps, donc comme je vous le disais, de savoir si la navigation proposée se fait vers l'avant ou vers l'arrière. Nous allons donc réaliser un test sur le paramètre passé à la fonction qui a été appelée, à la procédure, pardon. Si sens égale plus, eh bien nous savons que c'est le bouton suivant qui a été appelé. Dans le cas contraire, eh bien nous saurons qu'il s'agit du bouton précédent, car en l'occurrence ici il ne peut y avoir que deux cas. Si il s'agit du bouton suivant, fort logiquement, nous allons commencer par incrémenter notre variable indice. Donc indice, alors le indice plus, comme vous le savez, en VBA, ne fonctionne pas comme il fonctionnerait dans d'autres langages, donc nous l'incrémentons de cette manière-là. Indice égale indice plus 1. Il est important, avant d'utiliser la méthode moveNext de notre objet recordSet, d'effectuer un test, parce que si d'aventure nous progressions jusqu'à la toute dernière image recensée dans la base de données, eh bien lorsque nous allons recliquer sur le bouton suivant, le code plantera parce que VBA nous indiquera qu'il n'y a plus d'enregistrement désigné. Ce garde-fou donc consiste tout simplement à savoir si la valeur en cours de notre indice n'est pas supérieure à la valeur supérieure qui est mémorisée, je vous rappelle, dans notre variable bornSup. Voilà donc leur utilité. En gros, si indice, qui indice lui vaut 0, 1, 2, 3, puisque nous partons toujours de 0, n'est pas en cohérence avec nos bornes qui, elles, sont des numéros auto, donc indice plus borne inf est supérieur à borne sup,
après incrémentation, hein, bien sûr, cela signifie que eh bien, nous sommes allés au-delà du dernier enregistrement. Dans ces conditions-là, il ne faudra pas faire un move next. Il faut au contraire eh bien, repartir de la borne opposée, c'est-à-dire de la première image. C'est la raison pour laquelle nous proposons de réinitialiser dans ce contexte précis notre variable indice à 0, ainsi que notre variable indice première à 0, et puis aussi dans la foulée, et surtout, il faut se repositionner sur le premier enregistrement pour reprendre la logique de la navigation depuis la borne opposée, méthode Move First. Dans le cas contraire de ce petit test inclus dans la navigation, eh bien cela signifie qu'il n'y a pas de problème, il y a bien une image qui suit, c'est la raison pour laquelle nous progressons grâce à notre méthode Move Next de notre objet RecordSet. Comme ceci. Surtout, n'oublions pas, car je ne l'avais pas fait, de borner notre if and if. Et nous devons bien sûr faire de même dans le cas contraire, le cas de la direction, ou plutôt du sens opposé. Ça veut dire que, alors je pourrais tenter de recopier le code en espérant pouvoir en prélever un maximum. Non, ce sera un petit peu risqué car finalement il y a pas mal de choses qui changent. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que nous revenons vers l'arrière. Alors, même symptôme, mais cette fois-ci, ce n'est pas le même critère. Si nous revenons trop en avant, c'est-à-dire que nous sommes sur la première photo et que nous souhaitons revenir encore en arrière, ce n'est pas possible, il n'y en a pas d'autre. Donc en gros, il faut tester si, après avoir décrémenté notre variable, bien entendu, puisque nous progressons vers l'arrière. Donc, nous commençons par décrémenter notre variable, puisque le sens est moins. Il faut savoir si la valeur de cet indice n'est pas devenue inférieure à 0, car inférieure à 0, ça veut dire que nous sommes allés trop loin en arrière. Et auquel cas, eh bien, nous devrons faire exactement comme précédemment, reprendre la navigation depuis la borne opposée, mais cette fois-ci donc depuis la dernière image. Et c'est très intéressant car notre objet RecordSet propose, vous voyez, des méthodes très souples. Une méthode qui s'appelle MoveLast, ça veut dire que nous allons placer le pointeur de lecture directement sur le dernier enregistrement, donc sur la dernière image. Et du coup, eh bien, il s'agit de recaler notre variable indice, qui va tout simplement être la différence entre la borne sup et la borne inférieure, donc borne sup moins borne inf. Comme ceci, car c'est la différence qu'il y a entre les deux valeurs que nous avons réceptionnées tout à l'heure. Ensuite, je vous rappelle que il faut recaler aussi eh bien, notre variable indice première. Alors elle doit être égale tout simplement. L'indice première correspond à l'indice de la première miniature. Donc si nous sommes sur la toute dernière image, nous devons nous positionner sur 3 enregistrements auparavant, puisqu'il y a 4 miniatures. Donc, puisque l'une d'entre elles, je vous le rappelle, prélève l'une des images à l'identique. Donc, sur indice moins 3. Une fois que, effectivement, nous avons fait ceci, nous allons pouvoir eh bien, boucler ce cas, car dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'indice n'est pas passé en dessous de la valeur 0, eh bien cela signifie que nous pouvons poursuivre la progression de la navigation vers l'arrière grâce, cette fois-ci donc, à notre méthode Move Previous de notre objet RecordSet. Vous voyez que les méthodes sont riches et nombreuses en ce qui concerne notre objet ligne de type RecordSet. Bien entendu, donc, eh bien, lorsque nous avons effectivement réussi à nous positionner correctement sur l'ensemble de ces images, il convient, comme nous l'avions fait tout à l'heure, eh bien, de consolider ces informations pour les afficher directement sur notre album photo. Alors, je vais prendre le risque de réaliser un petit copier-coller après notre dernier NDIF, car dans les deux cas, nous sommes censés avoir progressé dans la bonne direction. Il s'agit dans un premier temps de récupérer par le biais de la propriété fields eh bien, l'information sur le nom de fichier, et puis aussi sur sa date, et aussi sur son titre. Alors ça, par contre, effectivement, c'était une indication importante dans le cas de la procédure démarrage, mais pas ici. Et puis, nous allons afficher directement le
cette image avec son chemin d'accès complet dans notre contrôle album par le biais de sa propriété Picture. En ce qui concerne les miniatures, ce sera un autre traitement. Nous faisons de même pour le titre de l'image ainsi que la date de la prise de vue. Alors nous allons tester à ce stade, car nous sommes censés avoir bien progressé. Si nous enfonçons la touche F5 du clavier et que nous cliquons sur le bouton suivant, vous remarquez que nous passons bien à la suite. Comme vous le remarquez, nous devrions avoir cette image désormais qui intervient, et vous constatez qu'effectivement, eh bien, nous naviguons parfaitement au travers des photos de notre album. Ce qui manque pour l'instant, c'est la mise à jour des miniatures. Il s'agit effectivement d'un cas que nous n'avons pour l'instant pas traité, constaté, car par connaissance, je sais qu'il s'agit de la dernière image ici, que lorsque nous allons cliquer sur le bouton suivant, c'est parfait, nous sommes allés trop loin. Grâce à notre exception gérée par notre instruction if, nous avons réalisé un move first de manière à replacer le pointeur de lecture sur la toute première photo. Et donc si nous revenons trop en arrière, c'est l'inverse, comme vous le remarquez. Nous nous plaçons bien sur la dernière image et nous pouvons poursuivre la navigation dans la direction opposée. C'est parfait, ça veut dire que cette fois-ci, nous pouvons donc boucler notre navigation au travers de notre visionneuse d'images sans discontinuer et sans qu'il ne se pose de problème ou d'exception de code du fait que eh bien, ces enregistrements inexistants ne soient jamais atteints. Comme je vous le disais, donc, il s'agissait d'une vérification. Ce qu'il nous manque à ce stade, eh bien, c'est la capacité en effet à mettre à jour le jeu des miniatures. C'est la raison pour laquelle nous avions déclaré nos variables partie et reste. Il s'agit de savoir si l'indice en cours de lecture est un multiple de 4. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que lorsque nous arriverons sur cette image, il sera temps de mettre à jour, si nous cliquons sur le bouton suivant, le jeu des vignettes suivantes. Cette image est la quatrième, mais en réalité son indice 0, 1, 2, 3. Elle va passer à l'indice 4. Donc si nous passons à l'indice 4 ou à l'indice 8 ou à l'indice 12, cela signifie que nous devons mettre à jour les miniatures. Donc nous devons vérifier qu'il s'agit bien d'un multiple de 4. Inversement, lorsque nous sommes à la cinquième image indice 4 et que nous revenons à la quatrième indice 3, eh bien c'est la position indice plus 1 qui doit être un multiple de 4 pour déclencher dans le cas de la navigation arrière, eh bien la mise à jour des miniatures correspondantes. Pour ce faire, dans notre variable partie, grâce à la fonction VBA int que nous avons utilisée à maintes reprises, je vous propose de mémoriser la partie entière de la division de notre indice de position en cours par 4. Et puis, dans la variable reste, nous allons tout simplement mémoriser la division réelle, c'est-à-dire sans la retravailler. Et ce qui va nous permettre de savoir qu'il s'agit d'un multiple de 4, eh bien, si la différence entre les deux vaut 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de décimale, et donc il s'agit bien d'un multiple de 4. C'est la raison pour laquelle nous réalisons notre test ici. If reste moins partie est égal à 0, et bien à ce moment-là, then, n'oublions pas de borner tout de suite notre instruction conditionnelle. If reste moins partie vaut effectivement 0. À ce moment-là, eh bien, en effet, nous allons commencer par réinitialiser notre indice première sur l'indice en cours, puisque je vous rappelle que indice première correspond à l'indice de la toute première des miniatures. Alors comme indice est réactualisé, il faut faire de même pour indice première. Et puis, nous allons ensuite pouvoir afficher directement nos images dans les contrôles qui sont dédiés, à savoir mini 1, mini 2, mini 3, mini 4. Je récupère des instructions qui vont me permettre d'adapter simplement le code. Donc cela signifie que puisque nous avons progressé vers l'avant, que nous prélevons ce nom de fichier et que nous allons cette fois-ci l'insérer dans notre contrôle mini 1 pour la première miniature, et que pour pouvoir le faire pour les suivantes, je vous rappelle que nous devons placer le pointeur de lecture grâce à la méthode moveNext, puisque nous allons vers l'avant, sur l'enregistrement qui suit. Il s'agit de prélever ce nom de fichier, de l'associer à la miniature 2, de faire de même pour la miniature 3,
ainsi que pour la miniature 4. Donc, copier-coller, nous ajustons les noms de nos contrôles, comme ceci, et nous faisons de même jusqu'à la 4. Comme pour la procédure démarrage, nous avons progressé pour pouvoir renseigner nos 4 miniatures de 3 enregistrements vers l'avant, de manière à nous recaler sur l'enregistrement en cours de lecture dans la foulée. Nous exploitons donc notre méthode move de notre objet recordSet de manière à lui faire faire 3 pas en arrière. Nous devons faire quasiment la même chose dans notre else de notre traitement de la navigation, dans le cas où cette fois-ci, nous progressons vers l'arrière. Sauf que, eh bien, cette fois-ci, ce que nous devons vérifier en ce qui concerne notre partie entière, alors j'ai oublié de prélever quelque chose de précieux, c'est le calcul, ne doit pas se faire sur la variable indice, mais sur la variable indice plus 1, comme je vous l'ai expliqué sur le formulaire, car nous revenons vers l'arrière. Donc ici, partie est égale à int. Alors nous allons employer des parenthèses judicieuses, car il s'agit de diviser par 4 indice plus 1. Je vous rappelle que la division est fort logiquement prioritaire sur l'addition. C'est bien indice plus 1, le résultat que l'on souhaite diviser par 4. Et de la même façon, nous souhaitons calculer dans notre variable reste, eh bien le reste réel de la division par 4 de indice plus 1, donc que nous inscrivons entre parenthèses. Nous testons de la même façon si ce reste vaut 0 dans le cas de la progression vers l'arrière. Et cette fois-ci, par esprit de cohérence, eh bien, si nous revenons sur la quatrième image, indice 3 par exemple, la première miniature de ces 4 images, eh bien, c'est celle qui est située 3 places en avant. Cela signifie que nous devons initialiser indice première à indice moins 3, et puis ensuite, eh bien, c'est quasiment la même chose, sauf que forcément, la première des images, c'est la dernière à afficher dans les miniatures, mini 4, puisque je vous rappelle que nous revenons vers l'arrière, et donc, ce n'est plus la méthode move next, mais move previous, que nous devons utiliser pour permettre le déplacement au travers des enregistrements, donc vers l'arrière. Move previous, il s'agit de le faire sur les 4, et dans l'enchaînement, nous renseignons d'abord la mini 4, puis la mini 3, ensuite la mini 2, et enfin la mini 1. Et inversement au cas précédent, puisque nous nous sommes déplacés de 3 enregistrements vers l'arrière, pour nous recaler sur la photo en cours de lecture, eh bien, nous déplaçons de nouveau, et d'un seul coup, de 3 enregistrements vers l'avant. Il s'agirait donc à ce stade de pouvoir tester ce code en revenant sur notre formulaire, en l'exécutant, et puis en cliquant sur le bouton parcourir, nous allons resimuler, même si ce n'était pas nécessaire. Nous cliquons sur notre dossier qui contient les photos, nous arrivons à la 4e image. Lorsque nous cliquons sur le bouton suivant, constatez, c'est parfait, que les miniatures suivent bien la logique, le flux de la navigation, puisqu'elles permettent un visuel avant l'heure sur les prochaines images qui vont être déroulées et proposées. Nous sommes sur la 4e, et lorsque nous passons sur la suivante, constatez qu'elles se mettent bien à jour. Qu'en est-il? Eh bien, dans la direction opposée, nous sommes sur la première, nous revenons vers l'avant. Là aussi c'est parfait, constatez que en effet, toutes les miniatures, les vignettes sont bien mises à jour et proposent une navigation en cohérence. Donc jusque là, nous avons réussi à relever pas mal de défis. Il s'agit désormais d'être en mesure, pourquoi pas, c'est une proposition que je vous fais, d'afficher les photos directement au clic sur l'une des vignettes pour proposer un peu plus d'ergonomie et de confort à l'utilisateur. Pour ce faire, nous allons commencer par créer les procédures associées comme nous l'avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire que tour à tour, nous les sélectionnons et puis grâce à leur feuille de propriété onglet événements, nous leur associons un code directement au clic de manière à déclencher le code qui permettra d'afficher entre autres l'image au centre, car le défi sera tout de même de pouvoir ensuite recaler les indices de navigation pour que l'utilisateur puisse alterner entre les boutons de navigation et puis les petits clics sur les vignettes. Ici, nous allons commencer dans notre procédure mini un clic par déclarer une variable que nous nommons différence
comme un entier, un integer. Il va s'agir de prélever en fin de compte la différence de déplacement que nous devons faire entre la photo qui est en cours de lecture, admettons nous sommes sur celle-ci, la deuxième, et nous cliquons sur la suivante qui correspond à la mini 3, qui nous renseigne déjà sur l'indice qu'il va falloir prélever. C'est selon cette différence, donc en l'occurrence ici un pas de 1, que nous allons devoir nous déplacer. Donc nous avons besoin d'une variable que nous nommons différence. La première des choses que nous pouvons faire, et ça c'est très simple, c'est d'afficher dans notre contrôle album, grâce à sa propriété picture, la photo qui est proposée dans la miniature cliquée qui se nomme ici en l'occurrence tout simplement mini 1, propriété picture bien entendu. Et le but du jeu ici est de mémoriser dans cette variable différence la différence qu'il y a entre l'indice, c'est-à-dire la position dans la navigation, moins indice première, qui est l'indice de notre première miniature. Et ici, nous n'avons pas besoin de rajouter l'information sur le mini 1, puisque le mini 1 est la toute première, c'est-à-dire indice 0. Si nous sommes par exemple sur la troisième vignette est repéré par son indice de 0, 1, 2. Et que nous cliquons sur la première, indice 0, nous savons que nous revenons de indice 2, moins indice première, ça fait 2 moins 0, nous progressons de 2 pas vers l'arrière. Il s'agit ensuite donc, comme je vous le disais, de tester si, en fonction de cette différence, nous pouvons reprendre la navigation. Si la différence est positive, cela signifie que nous naviguons vers l'arrière. Alors c'est effectivement le raisonnement inverse, mais c'est bien le cas. Donc si la différence, après vous verrez qu'il s'agira simplement de répliquer quasiment ce code. Si la différence calculée précédemment est positive, alors ici il y a le cas où elle sera négative, donc on va tout de suite prévoir les bornes de notre instruction if. Il s'agit tout simplement de réaliser une boucle qui va aller de 1 jusqu'à différence moins 1. Je vais vous expliquer cela tout de suite. En fait, c'est tout à fait logique. Donc, for i égale 1, les boucles for, vous savez que on les a utilisées à de nombreuses reprises dans nos formations VBA. Nous ne bouclons pas sur l'ensemble des valeurs qui constitue le calcul de cette différence. Pourquoi? Parce que nous souhaitons nous arrêter à l'étape qui est située juste avant la vignette à afficher, dans la mesure où nous allons dans la foulée appeler notre procédure navigation qui va se charger de réaliser l'incrémentation ou la décrémentation manquante. C'est la raison pour laquelle nous allons jusqu'à différence moins 1. Jusqu'à différence moins 1, donc, nous utilisons, puisque je vous le rappelle, nous effectuons une navigation vers l'arrière, notre méthode movePrevious, et nous n'oublions pas en conséquence de recaler ici notre indice en le décrémentant pour la même logique. Donc tant qu'à faire, si nous pouvons indenter notre code, ce sera un peu plus lisible. Et comme je vous le disais donc, une fois que nous avons décrémenté jusqu'à la position qui est située juste avant, il s'agit d'enclencher la navigation vers l'arrière. Donc nous appelons notre procédure navigation avec le paramètre moins. Dans le cas contraire, on va tout de même prendre soin d'écrire le code. Dans le cas contraire, puisque nous traitons des valeurs déjà qui sont positives, dans le cas contraire, ça veut dire que le calcul de la différence est négatif. Donc ça nous renseigne sur le fait que nous allons vers l'avant. Nous allons tout simplement transformer notre différence en positif, puisqu'il s'agit de juste prélever la valeur numérique pour pouvoir faire cette boucle qui va permettre de placer directement le pointeur de lecture de manière à nous repositionner convenablement pour la logique de navigation. Cette fois-ci, donc, dans le cas contraire, comme je vous le disais, pour i égale 1 toujours jusqu'à différence moins 1 pour les mêmes raisons, ce n'est plus un movePrevious, puisque je vous rappelle que nous nous déplaçons
vers l'avant, c'est un move next. Et donc nous ne devons plus décrémenter notre variable qui renseigne sur la position en cours, nous devons l'incrémenter. Et forcément, nous ne devons plus appeler notre procédure navigation avec le paramètre moins, mais avec le paramètre plus. Il s'agit ensuite de répliquer ce code dans chacune de nos procédures, ce que nous allons faire, mais avec quand même quelques adaptations, puisque selon la miniature qui est cliquée, le calcul de la différence pour savoir quel est le pas franchi n'est plus le même. En l'occurrence, pour la première, pour la mini 2, ici, la différence c'est indice moins indice première, moins 1, car je vous rappelle que l'indice de la miniature 2 est à la position 1, ce qui va nous permettre de savoir l'écart parcouru. Et puis moins 2, et puis moins 3, et puis ce sera fini d'ailleurs. Donc, comme je vous le disais ici, pour celle qui est recensée en miniature 3, position 2, donc moins 2, et pour la miniature 4, recensée en position 3, donc moins 3. Nous allons tester ce code en exécutant notre formulaire, en naviguant au travers de nos photos, en passant sur les miniatures suivantes pour voir ce qu'il en est. Et puis si nous cliquons sur une miniature, constatez que c'est parfait, nous l'affichons directement au centre. Normalement, en cliquant sur suivant, nous devrions effectivement afficher celle du château. Ça veut dire que en même temps que nous avons cliqué l'une des miniatures, nous avons replacé le pointeur de lecture sur le bon enregistrement de la base de données comme vous le constatez, donc c'est parfait à ce stade. Si je vais vers l'arrière, je devrais afficher donc l'image du pont du Gard, et vous remarquez que tout est parfait. Nous avons un album photo qui est fort fonctionnel, réalisé et archivé d'ailleurs en base de données Access, réalisé par le code VBA. Dans le pas à pas qui est proposé sur le site Bombage, je propose aussi une petite fonction supplémentaire pour retraiter ici le titre afin d'afficher un titre plus clair, et je sensibilise sur le fait que nous devrions ajouter quelques petites améliorations à cette application de manière à générer les erreurs lorsque nous n'avons pas un multiple de 4, car effectivement nous ne pouvons pas cliquer sur ces miniatures ou aller au-delà, mais chacun pourra adapter le code à sa guise, car finalement le plus dur est fait. Tant qu'à faire, nous pourrions aussi mettre en valeur dans le flux de la navigation la miniature cliquée pour avoir un visuel qui renseigne de façon pertinente précisément sur l'emplacement au cours de la navigation. Voilà pour cette formation sur l'album photo en VBA Access. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme toujours pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.